Bienvenue sur Les Grandes Épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Dans cet épisode, plongez dans le parcours inspirant de Jean-Marie Ravier, un dirigeant d'industrie qui a construit son parcours avec une cohérence et une intentionnalité remarquables. Il affiche dès le début de sa carrière une volonté claire, éviter la politique des grandes organisations et accéder au rôle de patron d'une PME industrielle. Grâce à une grande capacité d'écoute qui deviendra la base de sa philosophie de management et de sa passion pour l'automobile, il atteint son objectif d'être PDG d'une PME industrielle dès l'âge de 40 ans. Dans cette première partie, nous abordons notamment comment des choix a priori atypiques ont servi son ambition professionnelle, son intégration marquante chez Renault au sein de l'usine de Billancourt, ou encore des anecdotes riches d'apprentissage sur son engagement citoyen au sein de la jeune chambre économique du Mans. C'est parti pour la grande épopée de Jean-Marie. « 1973, tu as 23 ans. C'est ton premier jour chez Sullivan Ventec, entreprise de ventilateurs industriels. Qui es-tu à ce moment précis ? Alors, je suis juste en train de sortir de Centrale et mon stage de fin d'études de Centrale se passe chez Sullivan Ventec. Et j'étais chargé de faire une étude de marché sur une nouvelle famille de ventilateurs qu'ils voulaient faire. Qui suis-je ? Je suis en train de faire Sciences Po. Donc, il faut combiner le travail à temps plein chez Sullivan Ventec en tant que stagiaire et la continuation de Sciences Po. J'ai fait Sciences Po à cheval sur 73 et 74, donc en parallèle avec Centrale. Et en 74, j'ai continué chez Sullivan Ventec. Ils m'ont repris pour la longue durée parce que les études de marché qu'ils me proposaient se sont multipliées. Ils ont vu qu'on trouvait des trucs pertinents. Et j'ai continué à Sciences Po aussi, puisque j'étais diplômé à Sciences Po en juin 74. Merci pour cette première présentation. Ça, c'était toi à 23 ans. Comment tu te présentes aujourd'hui ? Alors, j'ai quelques années de plus. J'ai vendu mon entreprise, on en parlera tout à l'heure, que j'avais racheté en 2001. Je l'ai revendu en 2018. Et depuis, je suis assez actif dans les choses de la cité. J'ai rencontré un certain nombre de gens sur le thème de l'aéroport. Ça, c'était avant que je vende mon entreprise, d'ailleurs, parce que Nantes avait le projet de construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes qui me semblait, à moi, complètement idiot. J'étais le seul chef d'entreprise à penser que c'était complètement idiot, mais j'ai trouvé d'autres gens qui trouvaient que c'était complètement idiot. On a fait un groupe qui existe toujours, d'ailleurs. Je suis le président d'un truc qui s'appelle Atelier Citoyen et qui continue à se battre pour l'optimisation de l'aéroport actuel. Et puis, je m'occupe aussi du CHU. Là aussi, c'est un autre grand projet de la ville qui est aussi également complètement idiot. Implanter un nouveau CHU dans une île, c'est complètement idiot. Il y avait un autre terrain qui était prévu auquel la ville a renoncé. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on rencontré un certain nombre d'anciens grands patrons du CHU et on s'est beaucoup battu là-dessus et on n'a pas tout à fait fini. Voilà, c'est le genre de choses dont je m'occupe. Je m'occupe aussi de l'emploi des migrants. Je fais partie d'une association qui s'appelle Job for Me et on reçoit les migrants pour voir un petit peu quels sont leurs potentiels. Et puis, on a des contacts avec pas mal d'entreprises et on essaye des entreprises qui cherchent des gens et on essaye de matcher la recherche de gens avec les migrants. C'est très dur parce que ça nécessite beaucoup de travail et il n'y a pas forcément beaucoup de résultats. Mais bon, je crois que ça en vaut la peine quand même. On règle bon an, mal an, 80 problèmes, donc 80 migrants qui auraient des grandes chances de rester sur le pavé. Très clair. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Bienvenue Jean-Marie sur Les Grandes Épopées. Et merci de m'accueillir chez toi. C'est avec plaisir. À Nantes pour cet échange. Pour rappel, dans ce podcast, on va explorer des moments clés de ta carrière. Je cherche à comprendre comment tu les as vécus à l'époque, mais aussi grâce à ton recul aujourd'hui, ce que tu en retiens pour toi et pour les auditeurs. Et je tenais une nouvelle fois à te remercier de témoigner à ce micro. Donc c'est parti pour la grande épopée de Jean-Marie. Même si je sais que tu n'es pas très fan du terme grande épopée. Oui, je pense que ça ne s'applique pas à mon cas. Moi, c'est une petite épopée, à mon avis. Mais écoute, épopée, oui, mais pas grande. C'est parti pour l'épopée alors.
On replonge sur un premier épisode qui m'intéresse particulièrement, c'est ton service militaire. On est en 1975 et donc tu décides, tu fais en tout cas un choix atypique ou très intentionnel sur le service militaire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, c'est très simple. Les anciens élèves de grande école sont systématiquement orientés vers des carrières d'officiers, EOR, élèves officiers de réserve. Et donc, à plusieurs reprises, au moment des 3 jours, qui est la première étape pour le service militaire, et je me suis trouvé confronté à cette pression des gens qui étaient en face de moi, qui me disaient: «Bon, on va vous faire des EOR, vos tests sont excellents, et cetera». Bon, moi je leur dis: «Non, je veux pas, je veux être seconde pompe». Alors, ils comprenaient pas du tout le logiciel des officiers de l'époque, quand on refuse un poste d'officier, ça leur semblait surnaturel. Et moi, en fait, je voulais être sur le terrain avec des 2e classes parce que pendant toutes mes études, que ce soit en prépa ou en école d'ingénieur ou à Sciences Po, j'ai été avec des CSP+++, et ça me semblait pas très bon de n'avoir connu que ça, sachant que j'envisageais déjà une carrière industrielle. J'étais attiré par l'industrie. Et une carrière industrielle, si tu n'as jamais vu quelqu'un qui a un profil CSP moins, t'es un petit peu handicapé à mon avis. Donc voilà, j'ai fini par réussir à faire mon service comme 2e pompe, et ça s'est passé très bien parce que je me suis trouvé à Montlhéry. J'habitais Paris à l'époque, et donc comme je préparais l'ENA officiellement, puisque le diplôme de Sciences Po, l'idée c'était de préparer l'ENA, le colonel m'a tout de suite dit: «Bon, écoutez, si vous voulez rentrer chez vous le soir, vous serez peut-être mieux pour travailler, et cetera». Donc je rentrais chez moi tous les soirs, après que les classes soient terminées là. Donc voilà, et la beauté de la chose, c'est qu'effectivement, j'ai vu un peu la France d'en bas dans les yeux. Alors on était 3 sursitaires sur tout l'effectif de notre classe, qui faisait 90 personnes. OK. Donc j'étais pas totalement isolé, mais par contre, on a quand même été au contact avec les gens de la troupe, parce qu'on en faisait partie. C'était passionnant, un élargissement de l'horizon qui m'a beaucoup servi, et qui a fait la différence, une fois, on en reparlera après, sur la fin de ma carrière, là, quand j'ai été embauché comme PDG salarié dans le groupe Chrometal, qui était un groupe coté en bourse à l'époque. Mais le patriarche, patron du groupe, quand je lui ai raconté ce truc-là, et il m'a tout de suite dit: «Ah c'est incroyable ce que vous avez fait, ça me plaît énormément, je vous embauche». L'entretien s'est raccourci radicalement, et je me suis trouvé PDG salarié à 40 ans, ce qui était le but de ma carrière depuis le début. Je visais ça, et quelque chose qu'il faut savoir, c'est que mon père était polytechnicien et a fait une belle carrière chez Total, mais il était toujours dans une grosse organisation avec beaucoup de politique, avec tous les services, les différents directeurs, et cetera. Et j'avais bien senti qu'il en souffrait, et c'est pour ça que moi je voulais pas faire une carrière forcément dans une grande entreprise, une carrière longue dans une grande entreprise. Ce que je voulais, c'était me retrouver le plus vite possible autonome aux manettes d'une entreprise plus ou moins petite. Mais pour moi, l'intérêt du boulot n'est pas proportionnel au nombre de salariés de l'entreprise dans laquelle on travaille. Là-dessus, pardon, tu disais que tu as ressenti qu'il le vivait comme ça. C'est des sujets que tu as déjà abordés avec lui à ce moment-là ou... Je rentrais déjeuner tous les jours chez moi, et papa aussi était assez bavard sur ce qui se passait dans son entreprise. D'accord. On vivait très très bien les difficultés qu'il avait avec la politique des différents services, et ça le rendait malheureux. Alors à un moment, il avait eu Total lui avait proposé un poste formidable d'être patron de la grosse raffinerie du Havre, qui est la plus grosse raffinerie du groupe, mais là, il a pensé à ses 5 enfants qui étaient tous étudiants ou lycéens, c'est mon cas, à Paris, et il s'est dit: si je les emmène au Havre, les pauvres, ils vont être sabordés pour la vie. Et donc il a un peu sacrifié sa carrière pour ses enfants, mais j'ai bien senti que le fait de travailler dans une grosse organisation, c'était pas vraiment l'idéal. OK. Moi, c'est une chance parce qu'effectivement, parfois, on ressent des choses, mais on n'est pas en capacité de pouvoir vraiment avoir la source première, tu vois. Donc là, tu avais la source première, tu as pu comprendre
ça très tôt et J'ai faire défini passer comme ton ça temps aussi une stratégie de carrière qui était d'accumuler le maximum de savoir-faire dans un certain nombre de postes en début de carrière dans des grosses structures, parce que c'est quand même très formateur. Mmh. On va en reparler tout à l'heure, mais on apprend à travailler. Les diplômes, que ce soit Centrale ou Sciences Po, on n'apprend pas grand-chose en fait. On apprend plus des méthodologies, mais le métier, on l'apprend sur le tas. Et dans les grosses entreprises, on apprend très vite beaucoup de choses. Donc la formation de mes premières années m'a servi toute ma vie professionnelle. Donc ça, c'est fondamental. Mais par contre, rester toute sa vie dans une grosse structure, pour moi, c'était pas mon style. Bon, alors moi j'ai un avantage sur les personnes qui nous écoutent, c'est que je connais la suite de l'histoire. Mais c'est vrai que quand tu dis ce que tu dis là, ça a d'autant plus de poids quand on voit que effectivement c'est pas un choix radical au sens la grosse entreprise non merci, c'est le faire de manière adaptée à ce que tu cherches à viser, qui est finalement ton objectif professionnel, qui était de gérer une industrie et d'en être le patron. Donc en fait t'as de la suite dans les idées dès le début de ta carrière et ça c'est assez... Oui, il y a eu une cohérence d'un bout à l'autre là-dessus. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à suivre les étapes logiques pour arriver là où je voulais arriver. Donc, ça s'est bien passé. Du coup, je te propose qu'on plonge là-dedans. Toi, en 76, tu as en tout cas 2 options parmi peut-être d'autres sur la table. Tu as Renault d'un côté et tu as Arthur Andersen, donc un gros cabinet de conseil de l'autre. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu as raisonné et qu'est-ce qui a poussé du coup un choix vers l'un et pas l'autre? Alors, Arthur Andersen, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une lettre d'embauche chez Arthur Andersen. J'avais un très bon copain qui avait fait HEC, qui était un peu plus vieux que moi, qui était rentré depuis 2 ans chez Arthur Andersen, et il m'a dit, dis donc, vraiment, t'as de la chance, etc., etc. Ils t'attendent à Chicago, là, pour les 3 semaines de formation Arthur Andersen, etc., etc. Et après, quand je lui ai dit, non, finalement, je vais chez Renault, mais t'es fou, t'es tombé sur la tête. Et alors, effectivement, je suis allé chez Renault. Pourquoi? Parce que de tout temps, j'ai eu une passion pour l'automobile. Ça a démarré, je sais pas, je devais avoir 5 ou 6 ans. J'avais un oncle qui m'avait emmené voir des courses de voitures à Montlhéry. Et voilà, j'ai attrapé le virus. Et puis après, j'écoutais à la radio des Grands Prix. Et puis surtout les 24 heures du Mans. J'ai eu une passion pour les 24 heures du Mans très très tôt. J'y suis allé plusieurs fois avec un beau-frère qui était fanatique lui aussi. Et voilà, donc Renault, pour moi, c'était un peu la passion. Je me suis dit, travailler dans un secteur pour lequel on est passionné, c'est quand même un atout. Et c'est vrai, on a du plaisir à travailler. Quand on se lève le matin et qu'on part au boulot, on a du plaisir à aller dans un secteur. Et alors, en plus, il y a un autre facteur que j'ai remarqué, c'est que le cerveau est ainsi fait que quand on est dans un secteur où on est passionné, on accumule des informations de manière très facile. Les pièces du puzzle se mettent en place très très vite. Que si on est dans un secteur où on débarque, et ça a été un peu mon cas sur enfin on en reparlera dans l'entreprise que j'ai reprise à 51 ans, j'étais dans un secteur que je connaissais pas du tout. Là, j'ai vraiment galéré pour apprendre le b.a-ba du métier. Je comprenais rien. Tout centralien Sciences Po que j'étais, je comprenais rien. Et heureusement, j'avais un très bon directeur commercial, j'ai vu beaucoup de clients, j'ai participé à des salons. Suite à ça, j'ai fini par acquérir le métier, mais ça a mis du temps, quoi. Ça a été un peu la galère. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir l'appel de la passion, en tout cas toi, ton apprentissage, c'est faire le choix de la passion. Ça t'a permis d'aller plus vite et de le faire avec moins d'efforts. Moins d'efforts, c'est sûr, parce que le Arthur Andersen, c'est conseil. Le conseil, c'est bien connu, c'est la galère quand même. Il faut vachement travailler. Alors par contre, aller plus vite, peut-être pas, parce que les gens qui se parachutent en entreprise après quelques années dans le conseil, souvent, c'est un accélérateur de carrière extraordinaire. Par contre, on choisit pas forcément le secteur où on va se parachuter. Très clair. Merci pour cette entrée en matière. Une autre entrée en matière quand on rejoint une entreprise, c'est la phase de l'onboarding. Chez Renault, peut-être chez d'autres entreprises d'ailleurs, industrielles. C'est un onboarding qui commence par le terrain. Je suis curieux d'avoir ton retour d'expérience aussi là-dessus parce que je trouve que ça fait beaucoup écho à ce que tu as vécu juste avant sur le service militaire, la volonté de comprendre le terrain et d'essayer de le décortiquer. Donc il y a ce mois de onboarding à l'atelier à la chaîne. Comment est-ce qu'on vit ça quand on a justement fait Centrale Paris, Sciences Po? La gestion du personnel chez Renault est un service remarquable. Très très bien fait, très efficace. Et si Renault marchait si bien à cette époque-là, c'est à mon avis en grande partie parce qu'ils savaient très bien intégrer les cadres et tout ça. Alors effectivement, le premier mois, c'est pas négociable. Le premier mois, il se fait sur le tas. Donc je travaillais en équipe, je travaillais
à Billancourt, sur l'île Seguin, sur les chaînes de montage des 4L. J'avais une espèce de grosse meuleuse qui pesait un poids fou, et avec ça, je meulais les défauts de soudure des côtés de caisse des R4. Et donc, j'étais sur une île où j'étais le seul Français, et il y avait des Algériens, des Marocains. Alors, on était en plein dans l'histoire du Sahara espagnol. Les Marocains avaient mis la main sur le Sahara espagnol, les Algériens étaient fumasses. Mais dans notre petite installation de côté de caisse R4, ils s'entendaient très bien. Alors j'ai découvert des trucs incroyables, c'est que on travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que les cadences officielles déterminées par le service méthode qui mesurait ça au 10 millième d'heure, etc. On travaillait beaucoup, beaucoup plus vite. Et en fait, on s'octroyait des pauses considérables. Et alors la pause, on voyait que la pause arrivait parce que sur le gabarit qui portait le côté de caisse, il y avait un emplacement où il posait des verres. Alors, à un moment, j'ai vu arriver un verre avec un liquide jaune dedans. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Puis le prochain, verre avec un liquide jaune dedans. Puis verre avec... Et puis quand tout le monde à son poste avait le verre avec le liquide jaune, le truc s'est arrêté et on a tous bu notre pastis. Alors, Algérien, Marocain, Très drôle. on buvait un pastis à 10h du matin alors qu'on avait commencé à 6h. On travaillait en équipe, hein. C'était un petit peu dur. 6h, 14h et après 14h, 22h. Équipe alternée, c'est dur. Il paraît que les 3-8, c'est encore trop le pire, mais bon, l'équipe alternée, c'est dur. Parce que l'équipe du matin, quand on rentre chez soi, 14h plus de trajet, 14h30, 15h, là, on se fout sur un lit et puis on dort jusqu'à 18h, quoi. Crevé. Et le soir, c'est pire. Le soir, alors déjà le matin, on n'a pas trop grand-chose à faire jusqu'à 13h, au moment où on part à Billancourt. Et puis, quand on vient le soir à 23h, mort. Non, on travaille en équipe. C'est vraiment un bon apprentissage de ce que vivent les ouvriers, debout tout le temps. Hein, ça, c'est... Service du personnel qui impose ce stage, ils ont 1000% raison. Et après, je me suis aperçu que la gestion de mon itinéraire chez Renault, c'était très bien fait. Il y avait tous les 6 mois à peu près, on avait des contacts avec les différents services de l'entreprise, on allait visiter des succursales, c'était très très bien fait. Ce qui fait que j'ai eu un attachement énorme pour cette entreprise. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de sympathie pour Renault, alors que le Renault d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Renault que j'ai connu à l'époque. Déjà, Billancourt a disparu, alors qu'à l'époque, il y avait quand même plus de 20 000 personnes qui travaillaient à Billancourt, entre l'usine de carrosserie montage où je travaillais moi, où on était presque 10 000. Et puis, Alors, ça fait écho à un épisode que j'ai déjà diffusé avec Daniel Lévy-Fontaine, qui était la CFO de l'usine de Boulogne-Billancourt, ah oui. et qui raconte justement cette phase-là de Bon, ramp-down. Donc, je ne veux pas oui. m'étendre, mais là maintenant, ça y est, tout est rasé, il y a plus rien, quoi. Mais je suis resté très attaché à cette entreprise. Et quand j'ai quitté Renault, on en parlera tout à l'heure, là, au bout d'à peu près 10 ans de carrière, ça a été un arrachement. Ça a été un arrachement. Je me suis vite consolé parce que je suis tombé dans une entreprise qui marchait très très bien et qui était attachante aussi. Mais le côté sentimental de Renault, alors en plus, j'ai vécu... l'épopée de Renault en Formule 1, et évidemment ça résonnait particulièrement chez moi. L'épopée aux 24 heures du Mans, parce qu'ils ont quand même fini par gagner les 24 heures du Mans. Alors là, ça a été le bonheur total. En rallye, ils marchaient extrêmement bien, les Renault 5 Turbo, etc. Ragnotti. Donc beaucoup de moments en fait où l'émotionnel, Ouais, l'attachement absolument. à la marque en fait. Absolument. C'est une entreprise chaleureuse. J'ai gardé des relations avec des centraliens de Renault, notamment une centralienne tout à fait remarquable, Odile Desforges, qui est arrivée à des postes extraordinaires chez Renault, parce qu'elle était numéro 3, quelque chose comme ça, intime avec Carlos Ghosn, intime avec Tavares, etc. Enfin, une fille exceptionnelle. Et on sent qu'on a ce côté affectif pour l'entreprise, qui, à mon avis, est relativement unique. Je pense pas qu'on s'attache de la même façon à Airbus ou à EDF. La charge de revanche pour ceux qui Ouais, pourront te répondre. Je sais pas, je suis pas bien placé. voilà. Je n'ai jamais eu l'occasion Enfin, de travailler pour cette entreprise. Il y a aussi que j'aimais bien le produit depuis le début et voilà, ça aide. Et pour revenir sur cette question du terrain, moi je vois ça un peu comme une sorte de vaccin ou de piqûre. En fait, tu as été à un moment donné pendant quelques temps, donc là 1 mois au contact, puis après on te sort de là, puis tu vas au contrôle de gestion, dans la direction financière, un autre univers. Est-ce qu'on oublie finalement ce qu'on a vécu, ou est-ce que ça te marque au fer rouge tout au long de ta carrière? Gravé au fer rouge. Gravé. Enfin, fer rouge, c'est méchant parce que ça indique qu'on en souffre. Non, c'est gravé, et je dirais que
jusqu'au bout, parce que après j'ai toujours travaillé dans des entreprises industrielles, le fait d'avoir connu le travail des ouvriers, la pénibilité, puisque vous parlez, on est debout tout le temps, il y a du bruit, etc. C'est très important. Et d'ailleurs, Hubert Cambach, là, le patron du groupe Candetal, je crois que c'est ça ce qui l'a séduit, c'est qu'il s'est dit, ce gars-là, il sait ce que c'est qu'un ouvrier, il va pouvoir communiquer avec les ouvriers, etc. Et c'est fondamental. Quand on est dans une boîte industrielle, si on est dans sa tour d'ivoire et qu'on ne va pas voir les gens, ça ne marche pas. Donc, il faut absolument faire le tour, que ce soit... dès que j'ai quitté Renault, j'ai toujours été dans des entreprises industrielles et j'ai toujours fait le tour des ateliers tous les jours. Enfin, les jours où j'étais là. Hein. Si j'étais en déplacement au bout de l'Europe, évidemment, je pouvais pas le faire. Mais serrer la main des gars... Bon, les gens vont dire, ah, c'est du paternalisme. Mais je suis désolé, le paternalisme, c'est super utile. À mon avis, c'est la méthode. Il faut écouter les gens. J'ai toujours dit, et je le répète, que l'outil de travail le plus important d'un dirigeant d'entreprise, c'est les oreilles. Il faut écouter les gens. Alors, écouter des ouvriers, bien sûr, écouter les clients, écouter les concurrents, se benchmarker par rapport aux concurrents, etc. C'est de l'écoute, tout ça. C'est d'écoute. Faut pas avoir le nez dans le guidon en se disant je suis plus malin que les autres, je vais faire des trucs mieux que les autres. Non, pas du tout. Il faut comprendre ce que veulent les clients, il faut comprendre les problèmes des ouvriers, les ouvriers, il faut pouvoir les aider. Si un type est dans la merde parce que sa femme le plaque, etc., faut lui laisser des souplesses d'horaire, etc. Alors, c'est un peu révolutionnaire parce que les gens vous disent « Ah ouais, mais si tu commences à faire des entorses avec les uns, les autres vont demander la même chose. » C'est là. Faux. Archi faux. Au contraire, les gens, ils apprécient que leur collègue qui est dans la merde, on lui donne un petit coup de main et ils vont pas venir en profiter aussi pour des trucs plus ou moins fallacieux. Non. Les gens apprécient qu'on les écoute et qu'on les aide et que, voilà, le paternalisme, pour moi, non seulement c'est mal vu en ce moment, ce qui est une grosse connerie, mais c'est l'outil de base du bon fonctionnement dans une entreprise industrielle au moins. Je trouve que parfois on oublie effectivement dire les gens... ils sont intelligents. À un moment donné, quand tu aides quelqu'un parce qu'il y a une raison derrière, les gens se parlent, ils comprennent pourquoi, et du coup, ils font la part des choses. Et quand c'est en plus fait avec, on va dire, intelligence et authenticité, ce type d'effet de bord, en fait, il se produit pas. Il se produit quand c'est fait... Il y a l'authenticité, puis il y a un mot que j'aime beaucoup, moi, c'est la bienveillance. C'est-à-dire, il faut faire confiance aux gens. Il faut faire confiance. Si on ne fait pas confiance dans les gens, il faut les virer. Mais à partir du moment où on a un a priori plutôt favorable sur les gens, on leur fait confiance. S'ils vous demandent une après-midi parce que il faut accompagner leur femme qui a des emmerdes, etc., il faut leur donner l'après-midi. Hein. Le mec d'à côté, il ne va pas demander une après-midi 3 jours après. Hein. Il y aura toujours une bonne raison. Ils ne vont pas abuser. Donc, bienveillance, confiance, ça, c'est des mots très importants dans la relation qu'on peut avoir avec les gens avec qui on travaille. Très clair. Je vais te sortir un peu de la partie professionnelle de ta carrière. Je sais que quand tu as été chez Renault, tu as aussi contribué à une association, la Jeune Chambre économique. Ça fait pas mal le pont quand même, enfin je pense qu'en tout cas, il y a cette notion d'équilibre qui est très importante dans une vie de manière générale, mais dans une vie professionnelle aussi. Et je trouve ça assez rafraîchissant de voir la manière dont tu t'es impliqué sur cette question-là, la Jeune Chambre économique. Peut-être en une phrase, si tu peux présenter l'association et expliquer peut-être ce que tu y as fait à ce moment-là. Alors, pour voir un peu le contexte, je suis d'abord resté 4 ans au siège chez Renault et Billancourt, et puis après, là aussi, excellente gestion par le service du personnel. Et ils se sont dit, ce gars-là, il a du potentiel, on va le mettre en usine. Donc, je suis parti à l'usine du Mans, qui est une usine très formatrice, parce que très dure syndicalement. Hein, c'est vraiment le fief de la CGT. Et quand la CGT voulait arrêter Renault, elle arrêtait Le Mans. Et comme Le Mans fournissait des pièces à toutes les usines de carrosserie montage, Renault était vite dans une merde noire. Donc voilà, c'était une usine très dure, mais par contre très formatrice. Donc je me suis assez vite retrouvé chef d'atelier, un atelier où il y avait 250 personnes, des grosses machines. Enfin, c'était techniquement compliqué, mais humainement très intéressant.
Et puis après, je me suis trouvé responsable de la qualité et là, imbibé aux nouveaux outils de la qualité mis en place par Renault à l'époque, qui était conscient que son image était pas excellente. Donc, C'était l'époque du Kanban 82. alors, non, ça, c'était dans l'atelier, j'ai mis en place le Kanban. Ok. Hein, là aussi, beaucoup discuté avec les gens pour leur dire que voilà, le Kanban, c'était quand même un outil super efficace pour piloter la production. Et puis, la qualité, on était en contact avec Renault Véhicules Industriels, on était en contact avec un petit peu tout le monde pour mettre en place tous les outils de suivi des qualités, le contrôle de process par statistique, le SPC, etc. Et je lisais tous les bouquins de Shingo sur le SPC, Shingo, le japonais, qui a livré tous ses secrets sur le changement rapide d'outils aussi. Donc, tout ça m'a servi énormément. Donc, mais malgré tout, j'avais pas mal de temps libre. Donc, pour revenir à la question de temps libre le soir. Pourquoi la Jeune Chambre économique? Je me suis fait approcher par, je me rappelle plus qui, un ami qui m'a dit, tiens, la Jeune Chambre économique du Mans, c'est sympa, etc. Bon, comme j'avais du temps libre, j'ai été coopté pour la Jeune Chambre économique et très vite, on a eu des projets très sympas. Hein. On était en 81, grosse crise de l'énergie, les prix du pétrole qui montent à des niveaux stratosphériques. Donc, on a lancé une activité économie d'énergie dans l'entreprise, un challenge Éconergie. On avait trouvé de l'argent pour avoir un prix pour récompenser l'entreprise qui avait fait les économies d'énergie les plus pertinentes, pas forcément avec des gros investissements, mais quelquefois des petites astuces pour récupérer de la chaleur à droite à gauche. Enfin bref, ça a très bien marché. Et puis, à la fin de ce premier truc qui avait bien marché, on s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que ma vieille passion pour les 24 heures du Mans est ressortie. J'ai dit, les économies d'énergie aux 24 heures, pendant longtemps, les années 50, début des années 60, il y avait un prix d'efficacité énergétique, un indice de l'efficacité énergétique, mais ça n'avait pas un grand impact dans le public parce que les résultats, ils les publiaient 3 jours après l'arrivée. Et évidemment, ça n'avait plus du tout le même écho, en fait. Le même écho. Voilà, ça avait un écho quasi nul. Donc, on a été voir les organisateurs des 24 heures du Mans, le truc de l'Ouest, et on leur a dit, voilà, on voudrait remettre en place le prix d'efficacité énergétique. Alors, il dit, ah oui, très bien, Jeune Chambre économique, c'est bien ce que vous faites, nani, nana, oui, prix d'efficacité énergétique, oui, bon. Mais on leur dit, oui, mais on veut publier les résultats pendant la course. Oh là! Alors là, on a senti qu'on posait un vrai problème. Et ils nous disent, oui, mais ça veut dire que vous mettez un ordinateur dans le système. Alors on leur dit, oui, bien sûr. Dans la Jeune Chambre économique, le gars dans la commission qui pilotait ça avec moi, il travaillait pour IBM. Il dit, IBM mettra à notre disposition le matériel qui va bien. Et bon, si vous voulez, alors on va vous laisser un petit bureau là, on va vous mettre votre ordinateur là, etc., etc. Bon. Ils vous prenaient un peu pour des fous à ce moment-là. Ils étaient sûrs qu'on allait se casser la gueule. Et au bout de 4 heures, on a publié le premier classement. Alors là, les mecs, ils étaient sur le cul. Et après, toutes les heures, on publiait le classement. Et puis, alors, coup de bol. La première année, c'est une voiture française qui a gagné notre challenge d'efficacité énergétique. C'était Yves Courage, qui est bien connu des gens des 24 heures, parce qu'il a construit ses propres voitures, etc. pendant des années. Il avait une petite barquette qui consommait rien, qui roulait à 180 de moyenne, en consommant même pas 20 litres au 100. Enfin, c'était extraordinaire pour l'époque. Les années suivantes, c'est plutôt des grosses voitures qu'on gagnait parce que Porsche en particulier avait beaucoup travaillé la consommation pour espacer les ravitaillements. Essayer de faire 12 tours sans ravitailler ou 13 tours sans ravitailler, ça permettait de gagner à la fin 10 minutes ou un quart d'heure, donc gagner 2 ou 3 tours. Donc ça a très bien marché dès le début. Et donc l'Autorité de l'Ouest nous a dit, ça marche bien votre truc là, on va vous demander d'autres choses, pas seulement la consommation, mais il va falloir piloter des trucs que pour le moment on fait à la main avec des escouades de gens avec des petits crayons. Le premier truc qu'ils nous ont demandé, c'est les temps de pilotage. Parce que le temps de pilotage, c'est vachement réglementé. Vous n'avez pas le droit de faire plus de je crois que c'était 4 heures à l'époque d'affilée au volant de la voiture. Vous n'avez pas le droit de faire un membre de l'équipage n'a pas le droit de faire plus de 14 heures sur les 24 heures. Enfin bon, il y a tout un tas de règlements et c'était suivi avec toute une escouade de gars avec des petits crayons et qui relevaient les trucs, etc. Alors évidemment, nous, sur l'ordinateur, c'était 3 secondes à documenter. Donc, on a fait ça. Alors, ils ont été vachement contents. Puis après, ils nous ont dit, ah ouais, mais il faudrait aussi suivre les changements de pneus. En fait, vous avez ouvert la boîte de Pandore sur la data, en fait. On a ouvert la boîte de Pandore sur la data et d'année en année, on enrichissait notre truc et au bout de
je sais plus, 6 ou 7 ans, on sortait un journal par voiture, toutes les heures, et un journal complet. Alors, les gens de la presse étaient ravis. Alors, nous, on était ravis aussi, parce que du coup, on a eu des cartes de presse, on pouvait aller où on voulait sur le circuit. Et là, je me suis vraiment régalé. Et là, j'en ai tiré quand même la conclusion que faut avoir peur de rien, que tout est possible. Avec des gens motivés et d'enthousiasme, on arrive à tout. Et pour vous donner un autre exemple jeune chambre mécanique, le fameux gars d'IBM, là, avec lequel je m'entendais extrêmement bien, a dit, bon, bah, ça commence à bien tourner, notre truc. Il y a un truc que j'aime bien, me dit-il, c'est les ronds-points à l'anglaise, pour les carrefours. Alors, moi, j'ai toujours été en Angleterre, je suis un passionné des Anglais. Enfin, quand je dis anglais, c'est britannique. Là, cet été, j'étais au Pays de Galles, merveilleux. Enfin, bref, j'adore les Britanniques. Je me suis dit, ah bah oui, t'as raison. Les carrefours avec les feux, c'est complètement con. Il faut mettre des ronds-points comme les Anglais, ça marche vachement bien. Bon, là aussi, tout est possible. Jeune chambre économique, c'est ce que j'ai appris. On va voir la mairie du Mans, et ils nous disent, ah ouais, c'est bien la jeune chambre, ouais, c'est une bonne idée, ouais. Alors, il y a un endroit où on aimerait bien avoir un rond-point, c'est Mulsanne. Parce que Mulsanne, c'est le carrefour entre la grosse nationale qui va du Mans à Tours, donc gros débit, et puis une petite route transversale qui va de rue Audin à Arnage, où il y a quand même pas mal de débit, parce que c'est devenu assez résidentiel. Donc, ils avaient mis un feu, mais bon, les feux, c'est fait pour être brûlé, comme chacun sait, et il y avait des morts pratiquement 1 an sur 2 à Mulsanne. Donc, il faudrait... Les amis de la jeune chambre, il faudrait que vous alliez voir la CO, là, le Club de l'Ouest, et puis que vous leur disiez qu'il faudrait qu'on mette un rond-point à Mulsanne. Bon. Parce que ce que tu dis pas là, c'est que, pour le contexte, c'est que ce rond-point, il est sur le circuit des 24 heures du Mans. Il faudrait que vous alliez voir les gens de la CE, je vais regarder, moi. Parce que c'est sur le circuit des 24 heures du Mans, donc il va falloir qu'ils modifient le circuit, et voilà. Sous-entendu, bon courage, vous n'allez jamais y arriver. Ça ne marchera jamais. Bon. Mais comme notre journal marchait pas mal, notre journal de presse, notre ordinateur, tout ça marchait pas mal, aucun problème. Le secrétaire général de l'ACO organise un grand repas avec tout le monde autour de la table. Donc les gens, les organisateurs de la course, le directeur de la course, les commissaires sportifs, les machins, les trucs, et le grand patron de l'ACO, qui était Monsieur Gouloumès. Alors Monsieur Gouloumès, bon, il est mort, paix à son âme. C'était le patron des comptoirs modernes. C'était un très très beau groupe, très profitable. Il était riche comme Crésus, et notamment, il avait plusieurs carrefours. Les magasins Carrefour. Il avait plusieurs. Quand on parle de rond-point, on peut un peu se perdre. Il était franchisé Carrefour, mais il a fini par les vendre à Carrefour, qui les a repris en propre, et c'est devenu un des plus gros actionnaires de Carrefour. Donc c'était quand même une sommité. Et au moment où le repas commence, ah oui, les amis de la jeune chambre, c'est très bien, le journal de presse, c'est très bien, Gouloumès nous met une bonne couche de cire sur les chaussures. C'est très bien. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Ah, Monsieur Gouloumès, on voudrait mettre un rond-point à Mulsanne. Quoi? Mais il n'en est pas question. Le circuit, c'est sacro-saint. On n'y touche jamais. Il faut qu'on puisse faire des comparaisons d'une année sur l'autre, etc. C'est même pas la peine. Non, c'est pas la peine. Et puis à ce moment-là, il y a un type au fond de la salle, là, un obscur, je crois que c'était le directeur de la course, c'était pas un obscur, un ancien pilote d'ailleurs, qui dit, Monsieur Gouloumès, le virage de Mulsanne, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'il n'y a pas de zone de dégagement, donc le mec qui freine mal, pof, il va taper dans les rails, sa voiture est esquintée, on ne peut pas la bouger tout de suite, on est obligé de ralentir la course à cet endroit-là, et puis il y a eu des commissaires de piste qui ont été renversés par des voitures, et puis pour le public, il n'y a pas d'accessibilité, etc. En fait, ce que vous avez fait là, c'est que vous avez dit tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas. En fait, beaucoup de gens pensaient tout bas que ce virage était une catastrophe, mais bon, ils n'osaient pas le dire, parce que le circuit, c'est sacro-saint, on ne touche pas au circuit. Et puis, à un moment, il y a un autre type qui c'était Monsieur Gouloumès. Vous savez, il faut faire quelque chose pour Mulsanne, parce qu'effectivement, c'est dangereux pour les pilotes, c'est dangereux pour les commissaires, etc. Oh, vous m'emmerdez bon. En fait, ça, c'était préparé, on va dire, ce moment où là, vraiment, tu réalises à ce moment-là qu'il y a des gens qui sont d'accord avec toi. Non, c'était complètement une surprise. Ah oui. Quand on a entendu Gouloumès monter sur ses grands chevaux au début, on s'est dit, bon, bah, c'est cuit, ça va pas le faire. Okay.
Et le gars qui s'est levé, qui a dit, oui, c'est monsieur Gouloumès, il y a quand même chaque année des problèmes, etc., etc. Pour nous, c'était une délicieuse surprise. Et à la fin, Gouloumès qui dit, vous m'emmerdez, mais on va faire quelque chose. Ouais. Et là, c'était gagné. Et donc ça a été le premier rond-point réalisé par l'équipement en France, c'était le Mulsanne. Donc ils ont modifié le circuit. Et alors, moi, je suis allé un nombre de fois incalculable sur le virage de Mulsanne. Après les modifications, c'est vrai que maintenant c'est génial, quoi. Il y a une zone pour le public où on voit le freinage des voitures qui est un des freinages les plus durs, et on voit des pilotes qui sont meilleurs, notamment sous la pluie, qui dans le freinage piquent des places aux autres, etc. Enfin, ça a tout changé, et puis il n'y a plus d'accident. Ouais. Pour un passionné d'automobile, avoir contribué à ça. Voilà. Alors le problème, c'est qu'on regrette un peu d'avoir eu raison sur ce point-là, parce que maintenant, il y a eu une explosion du nombre de ronds-points. Maintenant, chaque carrefour, il y a un rond-point, même quand ça n'a pas de sens. Enfin bref, ça a pris trop d'ampleur. Mais cela dit, même si ça a pris trop d'ampleur, quand on va dans des pays qui sont hermétiques sur les ronds-points, comme l'Allemagne, et qu'on voit tous les carrefours, il y a des feux, etc. Les Allemands, ils n'ont rien compris sur les ronds-points. Ils ont 20 ans de retard. Là. Je dis quand même qu'on a fait du bon boulot quelque part, même si ça a un petit peu pris une ampleur trop forte. Mais professionnellement, ce que j'en ai tiré, c'est que rien n'est impossible, quoi. Si on a d'enthousiasme, si on rend des services aux gens, etc., ils vous renvoient l'ascenseur après, et puis on fait avancer des choses, et voilà. Génial. Pour dire un mot sur la jeune chambre économique, parce que en plus, en ce moment, je suis en train de pas mal échanger avec eux localement. J'aime beaucoup cette manière de réfléchir qui est de dire, en fait, il y a une commission qui se constitue autour d'un problème ou d'un enjeu, et l'objectif, c'est d'incuber finalement une idée et de construire quelque chose avec la réflexion de la transmettre finalement à une organisation qui porte ensuite ce projet, et déjà d'intégrer dans la conception le fait que ça sera pas la jeune chambre qui va gérer ça ad vitam, c'est le porteur in Ouais, fine. c'est effectivement, J'aime beaucoup cette c'est idée. effectivement tout à fait ça. La jeune chambre joue un rôle qui n'est pas rempli dans les municipalités ou dans les départements, ou dans les administrations locales. C'est une créativité, un poil à gratter, etc. Et on a eu un certain nombre de commissions qui ont apporté des trucs extraordinaires, et que s'il n'y avait pas eu la jeune chambre, ça ne serait jamais arrivé. Ça serait jamais arrivé. Il faut effectivement reconnaître qu'il y a un manque dans les circuits habituels, et la jeune chambre économique Mais bon, toutes les jeunes chambres ne sont pas toutes aussi chanceuses que la jeune chambre du Mans. Elles n'ont pas toutes trouvé des projets Oui, c'est sympas. le principe d'un réseau. Effectivement, Ouais. ça dépend aussi des gens. Ça dépend du contexte, ça Bien sûr. dépend des gens. Voilà. Et du coup, si on revient donc à ce moment-là, en fait, Renault, tu parlais de leur organisation RH. Ils sont très bons sur le plan de carrière. Ils ont un plan, et donc ils ont un plan pour Jean-Marie. Ils savent ce qu'ils veulent te faire faire. C'est un plan ambitieux. Comment est-ce que toi, tu gères par rapport à finalement cette autoroute qui est un peu tracée pour toi dans ce groupe? Et parce que tu l'as déjà un peu dit, tu quittes finalement Renault à un moment donné. J'aimerais t'entendre sur ce sujet de comment est-ce qu'on gère quand on est un professionnel qui est performant dans son job, à qui on promet un certain nombre de jobs, un parcours. Alors, Mais c'est pas ce que t'as pris. je t'arrête parce que c'est pas tout à fait comme ça que Ah, ça s'est pardon. passé. Oui. Je me rendais vaguement compte que je devais être apprécié, puisque le fait d'avoir une carrière avec plusieurs étapes comme ça voulait dire qu'il misait sur moi, mais Ouais. il me l'avait jamais dit. Ok. Il me l'avait jamais dit. Ok. J'étais ce qu'on appelle un cadre à potentiel, mais je le savais pas en fait. Enfin, je le savais pas d'une façon officielle. Ok. Et en 85, là, quand j'étais responsable de la qualité, Renault allait très mal. Pas seulement l'activité où je travaillais à l'usine du Mans, mais l'ensemble de Renault allait très mal. Il y avait des pertes abyssales. Enfin bref, c'était la cata. Et ils avaient mis sur la table une prime pour les gens qui partaient volontairement. Mais une prime importante, c'était 50 000 francs. Et 50 000 francs en 85, c'était beaucoup d'argent. Bon, et puis, comme Renault allait très mal, il y avait des gens dont c'est le métier de dégoter des cadres potentiels, ce qui s'appelle les chasseurs de tête.
qui tournait autour des gens qui travaillaient chez Renault. Et notamment, il y a un chasseur de tête qui m'a fait une proposition vraiment fantastique. Je me retrouvais directeur d'usine à 35 ans. Là, c'était un accélérateur énorme par rapport à ce que j'imaginais être la suite des opérations chez Renault. Où dans mes rêves, j'aurais été directeur d'usine, petite usine, à 40 ou 45 ans. Là, c'était un accélérateur. Puis alors, en plus, d'un point de vue monétaire, il n'y avait pas photo, quoi. Hein. Il y avait un boost de rémunération de 40%. On était pas mal payé chez Renault, enfin quand même. J'avais eu des belles augmentations par rapport aux autres, mais malgré tout, ça restait quand même la grosse boîte qui est quand même un peu dans une camisole de force au niveau rémunération. On ne peut pas faire des miracles pour les rémunérations des cadres chez Renault, même s'ils donnent satisfaction. Donc, ce chasseur de tête arrive à me convaincre, et puis à ce moment-là, je vais voir les gens de chez Renault, puis je leur dis, je demande à bénéficier du système de la prime 50 000 balles, etc. Puis à ce moment-là, je vois le type qui se décompose, qui me dit, mais attendez, c'est pas pour vous qu'on a fait ça. C'est pas pour vous, vous êtes un cadre à potentiel. Alors, c'est la première fois qu'il me le disait. Donc voilà, là, vous êtes un cadre à potentiel, on a des grosses ambitions pour vous, on n'a pas du tout envie que vous partiez. Alors, je leur dis, je suis désolé, mais j'ai signé. Hein. Ah, mais non, mais votre signature, vous pouvez revenir dessus. Alors, ils m'organisent une tournée des popotes. Alors, j'ai rencontré le numéro 2 de Renault, hein, pas le patron, mais c'était juste en dessous. Et puis, qui m'a dit, ah oui, non, on a besoin de vous. Ravi, on a besoin de vous. Et puis il m'a dit, vous allez voir le patron de l'usine de Sandouville. Alors Sandouville, c'est une grosse usine, hein, il y avait aussi 10 000 personnes, c'est là qu'ils faisaient les Renault 16, les Renault 20, les Renault 30. Et un type tout à fait remarquable. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a conseillé 2 bouquins qui ont été fondateurs pour la suite. In Search of Excellence, là, de Peter C. Waterman. Et puis Le Manager Minute, The Minute Manager. Et ces 2 bouquins, effectivement, m'ont énormément aidé pour toute la suite de ma carrière. Ça a vraiment été le fondement de ma culture. J'ai lu des dizaines de bouquins de management, mais ces 2-là sont très très loin au-dessus des autres. Juste une petite digression, du coup, sur ces 2 livres-là, c'est quoi les principaux, les messages clés qui t'ont, toi, marqué, que tu as retenu? Alors, le Manager Minute, c'est le plus simple. C'est les relations qu'on a avec les gens avec qui on travaille. Faut pas bavarder pendant des heures, leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, là, c'est les écouter pendant 2-3 minutes sur les difficultés qu'ils ont, et puis définir avec eux en 2-3 minutes les étapes pour sortir de ces difficultés. Et puis faire le point tous les jours, repasser des voix. Et ça, c'est le Manager Minute, mais ça rejoint tout à fait In Search of Excellence, où un des messages les plus importants, c'est le MBWA, Management by Wandering Around, c'est-à-dire le management baladeur, ça s'est traduit comme ça, qui consiste essentiellement à, je le disais un peu tout à l'heure, faire la tournée des ateliers tous les jours, saluer les gens tous les jours et faire un petit point des difficultés. Donc Manager Minute et MBWA, c'est tout à fait cohérent. Bon, dans In Search of Excellence, il y a d'autres choses que le MBWA. Il y a aussi beaucoup la manière dont on traite les difficultés. Dans une entreprise, il y a toujours des difficultés, des clients qui sont pas contents parce que la machine ne marche pas, ou ceci ou cela. Et là, dans In Search of Excellence, ils disent très très bien qu'on a le droit d'avoir des merdes, tout le monde a des merdes, mais par contre, faut suivre le client, faut lui montrer qu'on s'occupe de son problème et lui proposer des solutions dans des délais rapides, etc. Et ça, c'est un des points clés du In Search of Excellence. Et le dernier point clé, enfin pas le dernier, il y en a plein d'autres, mais celui qui m'a semblé extrêmement intéressant, c'était Stick to the knitting. Donc, je sais pas comment on traduit ça en français, mais grosso modo, rester sur les métiers qu'on connaît bien. Notamment, surtout ne pas faire de diversification hasardeuse quand il y a des trucs à la mode. Par exemple, il y a quelques années, début du Covid, il y a plein de gens qui se sont mis à fabriquer des masques. Bon, évidemment, ils se sont tous cassés la gueule parce qu'ils n'étaient pas compétitifs par rapport aux Chinois. Donc, une diversification, même si c'est à la mode, surtout pas. Il faut rester sur les métiers qu'on connaît bien et évoluer d'une façon incrémentale sur les métiers qu'on connaît bien. Et ça, c'est un des messages très importants de In Search of Excellence. Ok. Très intéressant. Effectivement, bon, après, sur ces questions-là, moi, j'ai toujours tendance à dire, ça dépend. Côté opportuniste, je te rejoins totalement. Dire à un moment donné, il y a des sirènes une opportunité, puis on y va. Puis parfois, en fait,
ça dépend ce qu'on met derrière diversification aussi. Ça peut être des choses assez finalement qui repartent des bases ou des connaissances de la boîte et qui les appliquent potentiellement sur une autre typologie de clients. Ou, en fait, il y a des manières un peu plus soft, on va dire, de diversifier. Oui, alors, je sais pas si on appelle ça de la diversification. Si on s'appuie sur des points forts de la boîte et que on développe quelque chose de marginalement différent pour une clientèle nouvelle, oui, c'est sûr. Ça fonctionne. Mais par contre, c'est un client bien connu, c'est Sony. Sony nous a commandé dans la boîte où j'ai travaillé un outil pour faire des cellules solaires. Okay. On leur a fait un très bel outil. On a su très vite que la fabrication des cellules solaires par Sony dans son usine française était très 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 loin d'être compétitive. Sony était sorti de son métier. C'était peut-être une bonne idée de faire des cellules solaires, mais il fallait quand même avoir un certain nombre d'avantages concurrentiels qu'ils n'avaient pas, même si l'outil qu'on leur a livré marchait parfaitement bien. Il y avait toute la chaîne de valeur qu'ils ne maîtrisaient pas et ils se sont plantés là-dessus. Bon, c'est un exemple, mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent dans les diversifications. Et ça, c'est stick to the knitting. C'est un des messages de In Search of Excellence. Voilà. Et donc du coup, cette personne que tu rencontres qui essaye finalement de garder en fait chez Renault, te transmet ça. Au moins tu pars avec ça. Oui. Mais bon, arrive pas à te convaincre, quoi. Donc au final, j'avais déjà signé. Voilà, Je boostais ma rémunération de 40%. Je me trouvais directeur d'usine. En plus, je me suis aperçu très vite, ça restait dans l'automobile, donc je restais en contact avec le produit que j'aimais bien. Je visitais des usines de clients, donc non seulement Renault, mais Citroën, Peugeot, etc. Bravo! Vous venez d'écouter la première partie de mon échange avec Jean-Marie Ravier. La suite, disponible dès vendredi, sera un nouveau condensé d'apprentissage sur un parcours de dirigeant d'industrie qui a notamment repris une entreprise à 51 ans. Nous y parlerons notamment d'équilibre pro et perso, et de son divorce à une période où il avait un rythme professionnel effréné, de la reprise d'une entreprise dans un secteur qui lui était jusque-là inconnu, ou encore de sa philosophie de management en tant que dirigeant et propriétaire d'une entreprise industrielle. Si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de soutenir les grandes épopées, c'est de le partager à une ou plusieurs personnes de votre entourage à qui il pourrait être utile. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée. Et enfin, si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr. À vendredi!